Quel est l'impact des groupes qui ne sont pas d'accord avec l'administration aux États-Unis? Par exemple, les États aux États-Unis, des groupes économiques en faveur de Cuba. Quel est leur poids? Alors, leur poids, bien évidemment, le lobby économique aux États-Unis souhaite faire du commerce avec Cuba, souhaite la fin des sanctions économiques qui ont un caractère anachronique, un caractère obsolète, un caractère cruel. Je crois que le terme le plus adéquat pour décrire les sanctions économiques, c'est la cruauté, un caractère inhumain qui affecte toutes les catégories de la population cubaine. Les multinationales états-uniennes souhaitent faire du commerce avec Cuba. Pas parce qu'elles sont favorables au processus révolutionnaire, mais tout simplement parce qu'elles voient, d'une part, qu'un marché qui leur est naturel, c'est-à-dire Cuba, est en train de leur échapper et est investi par les multinationales européennes, latino-américaines, chinoises. Et d'un autre, ce qu'elles voient, que les sanctions économiques ont été un échec total. Un échec total. Quel était le but des sanctions économiques? Le but des sanctions économiques, c'était d'affamer la population cubaine et d'essayer de la mettre à genoux par la faim pour qu'elle puisse mettre un fin. Et l'obliger à mettre un terme à son processus révolutionnaire. Quelles ont été les conséquences? C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Non seulement les Cubains ont refusé de se rendre, mais ils ont solidifié leur processus révolutionnaire qui atteint un grade où désormais il est à mon avis irréversible. Le problème, c'est que ces groupes économiques et financiers n'ont aucun poids sur l'administration Bush. Ce n'est pas à cause du lobby cubain non plus. Je crois qu'il ne faut pas exagérer l'importance du lobby cubain aux États-Unis. Le lobby cubain est une création du gouvernement de Ronald Reagan destiné à servir les intérêts de Washington, les intérêts de la politique étrangère de Washington, et qui répond donc aux intérêts des États-Unis. Si demain Barack Obama est élu président et qu'il décide d'être cohérent, d'avoir une cohérence entre les propos qu'il a tenus à l'égard de Cuba et les actes, et qu'il décide de lever les sanctions économiques, je crois que le lobby cubain disparaîtra de manière très rapide. Tout simplement parce qu'il a une existence, il dépend des subventions du contribuable états-unien. Donc si demain on décide de couper les subventions au lobby cubain, il n'existera plus. On parlait, rappelez-vous, dans les années 70, on parlait souvent du lobby chinois. Kissinger disait à l'époque, on ne peut pas avoir de relation avec la Chine parce que le lobby chinois aux États-Unis est extrêmement puissant. Mais quand du jour au lendemain il a décidé d'adopter une politique quelque peu rationnelle et d'avoir des relations avec la Chine, le lobby cubain, le lobby chinois a disparu du jour au lendemain. Et le lobby chinois était bien plus substantiel et bien plus conséquent que l'est actuellement le lobby cubain. Donc voilà, j'espère que la nouvelle administration comprendra une fois pour toutes que les relations avec Cuba doivent être basées sur un principe de réciprocité, d'égalité et de non-ingérence. Oui, vous n'avez pas levé la main tout à l'heure. Merci Justina Denisi-Rochet. J'aimerais seulement dire en plus au sujet de votre information sur le progrès du Cuba. J'ai lu sur Internet que quand il y a eu les tremblements de terre au Pakistan, il y a eu beaucoup de morts, etc. Cuba a envoyé beaucoup de médecins, il a fait des hôpitaux sur place, il a soigné des gens à Cuba quand on ne pouvait pas les soigner sur place, et tout ça gracieusement, aller-retour. Et Pervez Musharraf a remercié de l'aide qu'un si petit pays pouvait être plus grande que les autres organisations internationales. Je n'ai pas lu ça dans la presse genevoise, j'ai lu ça sur un site internet www.zmag.org
qu'aujourd'hui est devenu zinformation.org, qui donne des informations pas, comment dire, biaisées. Et en plus, j'avais un ami originaire du Ghana qui est surtout pas de gauche, je dirais même plutôt de droite, mais qui s'intéressait à aller à Cuba. Et il est revenu, ça c'était il y a une vingtaine d'années, très impressionné par l'industrie pharmaceutique cubaine. Il avait fait un doctorat en sciences ici à Genève. Donc tout ça, on ne l'apprend pas, c'est pas dans la presse. C'est bien, très bien. Moi, j'aimerais savoir la situation de l'opposition politique à Cuba et si dans le rapport de Amnesty, il y avait écrit quelque chose à propos de ça. Alors effectivement, le rapport d'Amnesty International fait part de 57 prisonniers politiques à Cuba. Amnesty International fait un travail remarquable, sérieux, mais j'ai l'impression qu'elle s'est un peu trompée à ce sujet. Je m'explique. Amnesty International considère des gens dont elle admet dans son rapport qu'ils sont financés par une puissance étrangère comme des prisonniers d'opinion. Selon le droit international et selon le code pénal de n'importe quel pays du monde, y compris le code pénal cubain, à partir du moment où vous acceptez d'être financé par une puissance étrangère, vous passez du statut de dissident et d'opposant au statut d'agent stipendié par une puissance étrangère. Et vous tombez sous le cadre de la loi pénale. Comment fait-on pour s'assurer que les accusations du gouvernement cubain sont avérées à cet égard? Le gouvernement cubain affirme que ces gens-là ne sont pas en prison parce qu'ils auraient émis une opinion hétérodoxe, une opinion différente, divergente, mais parce qu'ils ont accepté de l'argent de la part des États-Unis. C'est ce qu'affirme le gouvernement cubain. Pour simplifier le débat, nous allons partir du postulat suivant, qui consiste à dire que tout ce que raconte le gouvernement cubain n'est pas digne de crédit, que ce sont des mensonges. Donc, ce que dit le gouvernement cubain, agent stipendié par une puissance étrangère, ce n'est pas vrai. Pour se convaincre de cette réalité, il suffit de consulter les archives états-uniennes, partiellement déclassifiées, et l'on découvre que l'un des principaux piliers de la politique étrangère des États-Unis contre Cuba a été d'organiser, d'orienter, de financer, de diriger une opposition interne à Cuba. Vous me direz que tout le monde n'a pas accès aux archives. Prenez la loi Torricelli, section 1705 de la loi Torricelli, loi états-unienne, qu'on trouve aisément sur Internet. Vous découvrez à cette section que cette section stipule qu'un budget est alloué à la fabrication d'une opposition interne à Cuba. Prenez la loi Helms-Burton de 1996, section 209. La section 209 stipule que le président des États-Unis allouera un budget à la fabrication d'une opposition interne à Cuba. Prenez le premier rapport de la commission d'assistance à une Cuba libre rendu public par Colin Powell le 6 mai 2004. Vous découvrez dans ce rapport qu'un budget de 36,6 millions de dollars est alloué à la fabrication d'une opposition interne à Cuba. Prenez les rapports, la conférence de presse du 15 mars 2005 du sous-secrétaire d'État aux affaires de l'hémisphère, Roger Noriega. Ce dernier affirmait qu'à ces 36,6 millions de dollars, on allait ajouter la somme de 15,4 millions de dollars pour appuyer une opposition interne à Cuba. Prenez maintenant le second rapport de la commission d'assistance à une Cuba libre, rendu public le 10 juillet 2016.